Merci à vous trois d'être autour de cette table. Bonjour. Bonjour. Bertrand Gillet, vous êtes directeur délégué du pôle news du Figaro. Bonjour Charlotte. Bonjour. Isabelle Schlumberger, vous êtes directrice générale déléguée commerce, marketing et communication de JCDecaux. Et développement. Mais et développement. La communication, on a une DIRCOM. Je ne vais pas lui prendre ça, son job. Merci Charlotte. Pour elle. Bonjour Isabelle. Et Marie Renoir-Couteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Lagardère Publicité News. Tout à fait. Jusque-là, tout va bien. Je vais commencer par Bertrand, si vous voulez bien, mesdames, comme il est le seul homme autour de cette table. Bien volontiers. Je suis ravi, en tout cas. Pour rebondir peut-être sur les derniers propos de Bertrand Krug et sur le succès, finalement, du mobile dans la consommation des médias et de la presse en particulier. Je crois que vous avez dépassé les 200 000 abonnés numériques au Figaro. Quelles sont vos ambitions? On entendait hier matin, Le Monde qui espérait en avoir 1 million d'ici à 2023. Écoutez, si on arrive à atteindre le million en 2023, évidemment, on sera très heureux. On pense qu'on mettra un petit peu plus de temps pour y arriver. 200 000 abonnés, c'est une jolie première étape. Notre objectif, ça sera vraisemblablement d'arriver à doubler 400 000, 450 000, 500 000 abonnés, j'espère. Peut-être pour les 200 ans du Figaro, qui devrait arriver dans 4-5 ans, ce qui serait un joli clin d'œil. Mais effectivement, c'est un élément très important de notre stratégie. À l'heure actuelle, qu'est-ce que ça représente dans justement votre audience, le mobile, et dans votre chiffre d'affaires publicitaire, peut-être en parallèle, pour avoir les deux? On est ici pour parler du mobile au cœur de l'économie d'un média. Donc, l'économie d'un média, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est de produire, de fabriquer des contenus, de les diffuser et de faire un double pari. Le premier pari, c'est que ces contenus vont intéresser les gens, vont faire de l'audience. C'est pas évident, mais on a du talent pour ça, des journalistes de talent. Et le deuxième pari, c'est d'arriver à monétiser cette audience. Et le mobile, il va nous servir un petit peu dans les deux cas. En ce qui concerne la capacité du mobile à générer de l'audience, c'est fondamental, c'est phénoménal et c'est remarquable. On a 25 millions de lecteurs sur le Figaro chaque mois. 3/4 des visites aujourd'hui arrivent à travers le mobile. Donc c'est un élément extrêmement important et qui a contribué au fait de voir l'audience de nos médias qui ont explosé. Cette audience, elle est à la fois nombreuse, mais elle est aussi un tout petit peu presque friable. C'est-à-dire qu'en fait, tous les contenus se ressemblent sur le mobile. C'est une chance merveilleuse d'avoir ce journal au sein de notre poche, mais en même temps, on peut switcher d'un contenu à l'autre. Et donc, ce que l'on cherche à travailler, plus que tout, c'est l'engagement. Et le mobile, pour ça, présente deux facettes qui sont extrêmement différentes, qui sont le site web, qui nous permet d'avoir beaucoup de passages, beaucoup de trafic au gré des réseaux sociaux, au gré des recherches, au gré des tweets, etc. Et puis, l'application. Et l'application, c'est un levier, Bertrand en parlait tout à l'heure, qui est extrêmement important pour nous et qui va nous permettre de travailler sur l'engagement. L'engagement, c'est extrêmement important quand on a un média, cette relation qu'on tisse avec nos lecteurs. Et c'est ce levier qu'on va essayer d'activer pour générer et gagner notre deuxième pari, qui est celui de générer des revenus. Voilà, les revenus, on peut les générer de deux façons, traditionnellement, les deux jambes ou les deux pieds du média. C'est à travers la publicité, évidemment. On mise beaucoup, mais c'est vrai que on se rend compte, notamment sur le web mobile, qu'il a ses limites, parce qu'on ressemble un petit peu aux autres. Et nous, médias, on perd un petit peu de notre valeur. Quand on ressemble aux autres, on perd notre contexte, on perd ce qui fait notre force. Et puis, ça, c'est le premier levier, la publicité. Donc, même si on est fort sur ce secteur-là, on a besoin d'un deuxième axe, qui est la monétisation à travers les revenus issus des lecteurs. D'où les abonnements numériques dont on parlait tout à l'heure. Tous les abonnements numériques. Peut-être, Marie, vous pouvez rebondir, parce que la monétisation est aussi au cœur de votre Bien sûr. Alors, métier. nous, avec notre offre presse Paris Match JDD, on est exactement sur le même modèle que celui du Figaro. On adorerait avoir les performances du Figaro. On y travaille activement. Nous, ce qu'on observe, c'est, pour aller exactement dans la ligne de ce que disait Bertrand, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un lecteur sur deux du JDD qui nous consulte via son mobile. D'accord. Et la part d'exclusif est très forte. C'est notamment lié aussi au jour de parution du JDD. On a une contrainte supplémentaire, en plus d'être de la presse, c'est de paraître le dimanche, quand le nombre de kiosques est restreint et quand les circuits d'abonnement sont plus compliqués. Donc nous, cette voie digitale, c'est une vraie opportunité pour le titre de s'assurer une longévité qu'aujourd'hui la distribution papier met un petit peu à mal. Après, il y a, je pense, deux points fondamentaux. C'est qu'on a des audiences
globalement qui vieillissent. Et on sait que ce mobile, il est très pris en main par la jeune génération qui passe 3 heures par jour. Encore, ça me paraît peu. À mon avis, dans les statistiques, ils ont... Oui, voilà. je suis d'accord. Quand les plus de 50 ans, c'est 50 minutes. Donc, est-ce que via ce canal, via cet outil-là, on va arriver à aller parler à une population plus jeune, donc à adresser des audiences via des formats un peu différents, plus jeunes. Et après, l'énorme défi qu'on a, c'est d'être toujours dans l'ADN de nos titres. Le JDD, c'est l'exclusivité, c'est aller chercher une information différenciante. C'est Obama il y a 3 semaines, c'est Castex pour sa première prise de parole, c'est Édouard Philippe quand il a été nommé Premier ministre. Et puisque les formats, en effet, sont très similaires des uns aux autres, c'est comment est-ce que l'ADN de notre marque, elle raconte des choses et elle attire via aussi ces formats mobiles. Vous partagez la complexité dont parlait Bertrand de monétiser ces audiences. Extrême, avec des canaux d'expression différents entre notre site mobile, nos applis, et puis toute notre stratégie sur les réseaux sociaux, où la monétisation est beaucoup moins simple, mais où les points de contact avec nos audiences sont via ces réseaux aussi très structurantes et importantes. Donc oui, c'est assez une complexe. Équation complexe. Isabelle, le mobile est clairement au cœur de l'économie, que ce soit de Lagardère News ou du Figaro. À quel point c'est le cas aussi aujourd'hui pour JCDecaux ? Alors, ce qui est amusant, c'est que le mobile, on le retrouve dans mobilité et finalement, nous, la communication extérieure chez JCDecaux, c'est le média de la mobilité. C'est ce qu'on dit depuis de très nombreuses années, des décennies. Et trouver finalement un média, le mobile, qui lui s'incarne dans la paume de la main, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement un écran privé, un média privé. Et puis, nous, effectivement, dans l'espace public, ce média public qu'est la communication extérieure, l'idée étant de connecter le mieux possible la puissance, la proximité, la dimension très populaire du média de la communication extérieure avec la personnalisation qu'offre le mobile. Et donc, on a inventé depuis, on va dire, 5 ans, beaucoup de choses qui permettent de connecter les 2 médias. En France, par rapport aux autres marchés, ça prend quelle vitesse Alors, ça s'est accéléré à chaque fois qu'on a pu mettre en place ce qu'on appelle le DOOH, c'est-à-dire le Digital Out of Home, les écrans numériques. La France, par rapport au reste du monde, était partie, et surtout par rapport aux pays anglo-saxons, un peu en retard, mais elle est largement en train de rattraper ce retard. Et on est maintenant à la fois dans les lieux de transport, on connaît ces écrans dans les gares, dans le métro, dans les aéroports, et puis maintenant dans les grands centres urbains et même les centres de taille moyenne, où le mobilier urbain, en partie, s'est digitalisé grâce à ces écrans. Et on a fait très tôt le choix... il y a presque 20 ans, quand on a installé les tout premiers écrans, par exemple plasma en aéroport, de les disposer de façon verticale pour... alors, on ne savait pas, bien sûr, à l'époque, combien ce choix allait être pertinent pour être en homothétie avec la dimension mobile. Et en termes, du coup, de richesse, de contenu possible, d'interaction entre les deux, c'est formidable. Sans ça, il n'y aurait pas eu cette fameuse formule du média planning gagnant. Je pense que ça aurait été sans doute plus compliqué, d'adjoindre les deux. Ce qui est vrai aussi, c'est que les plateformes programmatiques sur lesquelles nous avons beaucoup investi depuis 4 ans chez JCDecaux, avec le lancement il y a 2 ans de View, qui est donc une plateforme SSP, permet aussi cette imbrication dans un média planning pertinent entre le mobile et de formats verticaux et là où communiquer. Avant de peut-être converser sur la convergence et à quel point le mobile peut accélérer un petit peu, prendre une place plus importante dans vos activités, vous avez signé chez JCDecaux un partenariat justement cet été avec S4M, qui a quoi pour objectif? Alors, d'abord, on est très heureux d'avoir signé alors on dit S4M en France, on dit S4M à l'étranger. On l'a signé sur 8 pays. On l'a signé avec une volonté extrêmement simple, c'est de pouvoir proposer à nos annonceurs une connexion facile sur leur territoire de chalandise, à la fois, bien évidemment, d'une présence en communication extérieure, amplifiée par une présence
mobile de leur campagne. Donc vraiment une addition, je dirais, puissante de ces deux médias et qui donne des résultats largement supérieurs à faire ou l'un ou l'autre. Et vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Et ce qui nous a fait également très plaisir, au-delà du fait de pouvoir le proposer sur plusieurs pays, c'est que c'est quelque chose qui est utilisable par un annonceur local sur sa ville, de Limoges, de Reims, de Strasbourg, mais aussi par un grand annonceur national ou international. Donc voilà, c'est pouvoir jouer, je dirais, toute la profondeur du marché et de façon, encore une fois, très simplifiée. D'accord. Maintenant qu'on a compris à peu près la place du mobile dans vos activités à chacun, qu'est-ce qui va pouvoir accélérer vos business? Comment est-ce que le mobile, demain, va pouvoir... Bertrand, vous parliez du confinement qui a été un accélérateur incroyable d'abonnements au Figaro. Est-ce que demain, le mobile pourra être la source de l'accélération de votre business? On l'espère, on y croit beaucoup. Ça a été un accélérateur phénoménal pour nos audiences, on en a parlé. Il reste maintenant à ce que le mobile nous permette de franchir une étape extrêmement importante en matière d'abonnement numérique, puisque une bonne partie de notre avenir va se jouer sur notre capacité à générer des abonnés à travers nos plateformes numériques, notamment à travers les applications. Aujourd'hui, on a à peu près un abonné sur deux qu'on recrute à travers notre application. Donc, c'est vraiment un élément extrêmement fort. Donc, au niveau de nos axes stratégiques, il va falloir qu'on soit capable de... L'audience sur le mobile, on l'a. Il faut qu'on arrive à embarquer nos applis au sein du mobile de façon à tisser vraiment un premier lien, un premier engagement extrêmement important avec nos lecteurs. Et puis ensuite, petit à petit, l'entraîner à déclencher un abonnement. Donc là-dessus, on a besoin, j'allais dire, de l'aide de tous. On a besoin, bien entendu, de nos contenus. On a besoin de la techno. On est vraiment une start-up comme les autres en matière de techno. On va sortir une nouvelle version de l'appli dans quelques semaines. Et puis, on a besoin aussi de l'aide de ceux qui sont devenus nos distributeurs. Parce que qui dit appli, évidemment, va montrer qu'on est dépendant d'une part de Google, de l'autre part d'Apple pour nous distribuer, parce que ce sont les distributeurs exclusifs. Donc, on a besoin qu'ils nous accompagnent. On pense qu'on n'est pas n'importe quel business, qu'on tient à ce que nos idées, à ce que nos modes de vie, à ce que nos sociétés puissent continuer à vivre de façon pérenne. Et donc, on a besoin qu'ils nous aident. Concrètement, on aurait besoin aussi également, vous savez, qu'ils prennent 30% des revenus qui sont générés sur les plateformes. Pour nous, c'est beaucoup. Pour eux, vraisemblablement, c'est une petite économie. Donc, on a officiellement demandé à Apple et puis à Google de revoir à la baisse ce taux de commission qui est quand même assez élevé. Voilà, on serait ravis qu'ils nous accompagnent. Ce qu'ils ont fait à minima. Absolument, 30%, c'est vraiment extrêmement élevé, en tout cas pour nous. On peut considérer que ces plateformes, Google et Apple, ont entre leurs mains 30% de notre avenir. Et c'est beaucoup. Vous partagez ce point de vue, Marie? Oui, tout à fait. 30%, vous diriez pareil? Oui, avec un élément clé, c'est notre capacité à nous transformer côté abonnement numérique. Et puis, une donne qui est compliquée en France, avec des Français qui ne sont pas tellement prêts à payer pour l'information. Et ça nous démarque des pays étrangers, parce que c'est 17%, je crois, des Français qui sont prêts à payer, alors qu'on monte à 27% dans les autres pays. Donc, c'est toute l'attractivité de notre offre. Mais à l'heure où les fake news se répandent à vitesse grand V, je pense que c'est d'autant plus important de s'unir, réfléchir ensemble et adresser ces sujets. Et peut-être pour compléter, nous, on a aussi un modèle radio. Oui. Avec Europe 1, Virgin RFM, où là aussi la consommation via le mobile est immense, puisque les podcasts d'Europe, c'est 90% via le mobile. Oui. Sur cet aspect-là, on est assez confiant dans notre capacité à là renouveler le modèle. Alors, on n'arrivera certainement pas à aller sur un modèle payant. On en rêverait, mais pour l'instant, en tout cas... on en parlera tout à l'heure avec Mathieu Gallet pour savoir son point de vue. C'est à mon avis, compliqué. En revanche, il y a vraiment un modèle à la fois de publicité traditionnelle en sponsoring de podcasts, de production de contenu à destination des marques, et puis de production de contenu à destination des plateformes. Puisque là, il y a vraiment une communauté d'intérêt entre des plateformes comme Deezer, Spotify, qui ont besoin de contenu, de nos contenus, et notre capacité, nous, grande radio, à produire un contenu d'extrême qualité avec un
une narration audio qu'on maîtrise à 100%, des archives sonores qui sont somptueuses. Donc voilà, donc là on a vraiment, je pense, on est à l'aube d'une nouvelle aventure qui d'ailleurs commence à bien se développer et qui a un champ exploratoire super motivant et intéressant. Et qui commence à bien se développer grâce à les usages. Les usages. C'est l'appétit qu'ont les gens pour cette narration en dehors de son média traditionnel. Oui, natif. Exactement, avec cet avantage extrême de multitasking, pardon pour ces termes horriblement barbares, mais qui fait que vous écoutez votre flux audio, votre podcast, etc., et vous faites autre chose. Vous conduisez, vous cuisinez. Donc c'est vrai que dans le modèle, c'est intéressant. C'est un vrai shift dans la façon de vivre. Et où on parle de la surexposition aux écrans, etc. etc. Ce modèle audio, en termes d'accompagnement, il est intéressant. Est-ce que vous retrouvez, vous aussi, cet appétit pour justement une façon de consommer des médias en dehors de ce pourquoi on les a connus avec l'affichage? Est-ce que vous ressentez justement... Ce qui, en écoutant Marie, je me disais, ce qui, moi, m'a le plus impressionné sans doute sur les 3-4 dernières années, c'est combien le mobile a apporté une viralisation à mon média. C'est-à-dire que quand on fait une toile événementielle sublime sur le théâtre du Châtelet ou sur l'hôtel Lutetia ou Place de la Bastille, ce sont des dizaines des centaines de milliers de prises de photos et on retrouve finalement cette campagne sur les réseaux et ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Votre campagne, elle avait lieu physiquement à Paris, elle se retrouve maintenant dans le monde entier et c'est vrai aussi pour quelque chose, on vient de parler du mur de la Corniche à Marseille puisqu'il y a eu des photomontages faits voilà, avec un célèbre professeur, alors que c'était pour toujours le mur de Zidane. Bon, eh bien, voilà, on est dans cet espace physique qu'est la communication extérieure, ce monde physique qui, d'un seul coup, trouve une rencontre possible, digitale, finalement, grâce au mobile et au fait que les photos circulent de façon incroyable. Nous, ça nous amuse toujours. Par exemple, à Roissy, quand... Beyoncé, Kim Kardashian arrivent et qu'elles sont par hasard en pub Calvin Klein, par exemple, à la sortie immédiatement, elles prennent en photo, donc on est vraiment dans une mise en abîme, elles se prennent en photo depuis la voiture qui est venue les chercher et elles postent ça immédiatement. Bon, vous imaginez le million de vues que ça représente. Vous n'êtes pas tagué, par contre. C'est quelque chose d'assez fascinant, ça. Et c'est ce qu'on baptise, toute cette interaction, c'est ce qu'on baptise le SOOH, je parlais tout à l'heure du Digital Out of Home, le DOH, c'est le Social Out of Home qui, vraiment, dans les interactions que les marques maintenant sont extrêmement... le QR code qu'on pensait complètement mort est finalement quelque chose de très tonique et également en matière d'événementialisation. Qui devient créatif, j'ai vu. Ça devient incroyablement créatif. Les marques en créent à leur propre logo ou propre image. Et donc, on est dans une interaction fluide grâce au mobile, dans la rue. Et là, en matière d'expérimentation, d'expérience, c'est vrai qu'on a un champ des possibles là, qui s'ouvre, qui est formidable. C'est génial. Une dernière question, Bertrand, puisqu'on parle un petit peu des usages dans ce mobile, c'est une question un peu plus personnelle, mais est-ce que hier, les journalistes se battaient pour être en appel de une? Est-ce qu'aujourd'hui, ils se battent pour être en push sur... Oui. Oui. Oui, push is the new. Alors on dit toujours push is the new, push is the new une ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est assez drôle puisque voilà, il fut une époque dans les journaux où il y avait une bagarre le soir pour être en une, les manchettes, les appels, etc. Ça a créé beaucoup de débats au sein des rédactions au moment du bouclage. Et puis le web a effacé un petit peu ça. Et finalement, c'est très intéressant. On voit que ça revient. Et maintenant, on a évidemment une politique de push qui est sur les applis, qui est extrêmement ciblée, encadrée, qui est très précise. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, on les limite. Et donc, il y a une petite bagarre entre les journalistes qui viennent nous voir en disant « mais pourquoi je n'ai pas été pushé ?» etc. Parce que aujourd'hui, un push, c'est entre 40 et 50 000 vues instantanées.
en termes de lecture au sein d'un contenu. Et voilà, donc c'est effectivement... Le mobile au cœur du coup, je ne sais pas, au cœur du team building ou de la stimulation de la qualité des contenus. 5 colonnes à la une, c'est un push dans ta poche ou quelque chose comme ça. On va travailler la baseline. Merci à tous les trois d'avoir partagé ce plateau avec nous. Bonne matinée. Merci beaucoup.